Bonjour Charles de Courson Bonjour. et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député Lyotte de la Marne et rapporteur général de la commission des finances. Vous avez aussi été, Charles de Courson, un allié très proche de François Bayrou. C'était à l'époque de l'UDF, on va en parler, mais tout d'abord. Et ce matin, on interroge le sens des priorités du Premier ministre alors que Mayotte est dévastée et menacée d'une très grave crise sanitaire. François Bayrou, hier, est allé assister au conseil municipal de Pau et n'était donc pas physiquement présent à Paris pour la cellule de crise interministérielle sur Mayotte et n'était encore moins à Mayotte, justement. Qu'est-ce que cela dit finalement du Premier ministre, une telle décision, Monsieur de Courson? François Bayrou est contre la loi sur les cumuls. Moi, j'étais pour, et j'ai voté pour la loi sur les cumuls avec une restriction, c'est que les petites collectivités, on aurait pu continuer, si vous voulez, à cumuler. Être maire d'une commune de 500 000 habitants et d'être député ou d'être sénateur, ça pose pas de problème. Être maire de Pau et être député et sénateur, c'est pas compatible. Voilà. Et donc... Et être Premier ministre et maire de Pau? C'est pas compatible. Le malheureux Premier ministre, c'est tous les jours, de nuit, les ennuis qui tombent, vous voyez. Et l'affaire de Mayotte l'illustre, si vous voulez. Bon, c'est le ministre de l'Intérieur qui est allé là-bas. C'est vrai qu'en termes de solidarité, je pense que nos compatriotes de Mayotte auraient apprécié que le Premier ministre vienne, même pour... quelques heures pour faire le point avec le préfet et toutes les autorités locales sur comment on peut faire face à cette catastrophe qui frappe le département le plus paupérisé de toute la France. Il faut le rappeler, on va en parler. À tout le moins, c'est donc une faute politique. Je pense, mais il a aussi à constituer son gouvernement. Ça tombe au plus mal, si vous voulez. C'est vrai, c'est l'accumulation, si vous voulez, des problèmes. Mais les gens aiment que leurs dirigeants soient à côté d'eux quand ils souffrent. Le chef de l'État, lui, se rendra en tous les cas à Mayotte, Charles de Courson. Mayotte qui fait l'expérience de l'effondrement total. On parle de famine, de risque d'épidémie, de risque de pillage, de loi des bandes. L'État français fait face à des défis colossaux. Et bien avant le cyclone, qui n'a pas voulu voir cette cocotte minute que représente ce 101e département français? Il faut rappeler l'historique. C'est la volonté de nos compatriotes de Mayotte qui, à une écrasante majorité, ont voulu rester français. Ils ont refusé d'être indépendants. Et donc, moi, je suis démocrate et la Constitution française, d'ailleurs, dit que nulle parcelle du territoire de la République ne peut quitter la République sans l'accord majoritaire préalable de la population concernée, ce qui est une protection. Et c'est vrai que la politique à l'écart de Mayotte a été, comment dire, il y a eu des efforts de fait, c'est certain. Et quand on compare la situation, par exemple, des Comores par rapport à celle de Mayotte, on comprend que nos compatriotes de Mayotte se félicitent d'être restés français. Oui, mais faut-il se comparer pour se consoler? Mayotte est quand même un département français. Mais avant même, si vous voulez, cet épouvantable ouragan, il y avait des problèmes d'alimentation en eau. Voilà. Il y avait des problèmes d'alimentation électrique. Enfin, et c'est vrai que le grand problème de Mayotte, qui explique d'ailleurs le vote de nos compatriotes de ce département, c'est, entre guillemets, une forme d'invasion, il faut bien le dire, par des immigrants venant surtout des îles Comores, mais pas uniquement, et qui essaient de pénétrer en Europe via Mayotte. L'ordre de grandeur, la moitié de la population de Mayotte est clandestine. Effectivement, c'est une étude, près de 48% est d'origine étrangère et clandestine, comme vous dites. Ce sujet, on n'a pas voulu le voir parce que c'est ce sujet aussi qui a conduit à un bidonville, quasiment comme un État à ciel ouvert. Oui, et puis... Bon, je suis très proche d'Estelle Youssouffa, qui est l'un des deux députés de Mayotte, qui me raconte ce qui se passe là-bas, avec des jeunes sans famille réussissant à pénétrer à Mayotte et qui, pour survivre, pillent, menacent avec des haches. Vous voyez, on arrête les cars de transport scolaire. Donc, on est à la limite de l'anarchie dans ce département. Et
Bon, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que la marine française ne va pas en bordure de l'île de Mayotte pour ramener tous ces bateaux d'immigrés clandestins qui veulent pénétrer à Mayotte et par Mayotte dans l'Union européenne? Pourquoi cet effort n'a pas été fait? J'arrive pas à Alors que les comprendre. Mahorais le demandent. Vous avez cité Bien sûr. la fameuse députée Estelle Youssouffa qui se bat et qui, notamment Oui. sur notre antenne, dit que le département était abandonné, lâchement abandonné. Oui, alors je serais peut-être un peu plus mesuré parce qu'il y a eu des efforts, si vous voulez, sensibles. Mais quand vous avez d'énormes bidonvilles, parce que cette population, elle n'a pas de logement, elle a pas... Et donc, quand vous avez un ouragan, tout ça s'envole. Et donc, mais il y a le problème de l'eau, il y a le problème des problèmes sociaux extrêmement difficiles. Ouais. Et moi, je crois qu'il faudrait mettre les moyens pour tenir la frontière entre Mayotte et les Comores, puisque c'est essentiellement à partir des Comores que viennent ces Bien immigrés. sûr. Et sinon, on a entendu ce que vous avez dit, Charles de Courson, l'anarchie. Et nous parlons bien d'un département français. Dans l'actualité également, et dans une rare quasi-unanimité, l'Assemblée nationale a voté hier la fameuse loi spéciale. Alors, il s'agit d'éviter une rupture dans la continuité des services de l'État. C'était une étape indispensable que cette loi spéciale. Ah ben indispensable, parce que si on ne la votait pas, on se retrouvait au 1er janvier, on ne pouvait plus lever les impôts. Alors naturellement, tous les anarchistes diraient Oui. c'est formidable. Il faut quand même rappeler que si on lève des impôts, ce n'est pas pour le Bien plaisir, sûr. c'est pour financer des services publics. Donc comment on faisait fonctionner les services publics? Et donc ça, c'était totalement indispensable. D'ailleurs, tout le monde a voté pour. Il n'y a qu'un groupe qui s'est abstenu parce que le fameux amendement concernant l'actualisation de barème de l'impôt sur le revenu avait été déclaré irrecevable. C'est la France insoumise. C'est la France insoumise, oui. Mais pardonnez-moi, ça veut dire que quand même, je veux dire, in fine, leur vote ou leur non-vote montre que ça ne les dérangeait pas qu'il pouvait y avoir une rupture dans la continuité des services Non, de mais ils l'État. n'étaient pas contre. Ils avaient d'ailleurs voté en faveur de ce texte en commission. Enfin, d'ailleurs, tout le monde était d'accord, en fait, là-dessus. Je me suis permis de dire pendant les débats, on ne fait que débattre et parfois les gens se critiquent, etc. sur un texte sur lequel tout le monde est d'accord. Alors franchement, on pourrait peut-être de temps en temps penser que les Français nous regardent et se posent la question, mais où est l'intérêt national ? Évidemment, c'est la question qui devrait animer tout le monde. Compte tenu de ce contexte, Charles de Courson, ce matin dans le Figaro, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, avertit si notre pays reste dans le déni budgétaire, il risque l'effondrement. Ça fait plusieurs fois que la Banque de France avertit. Thierry Breton et Pierre Moscovici réclament un gouvernement qui s'attaque au désendettement. Sinon, effondrement total. Ne soyons pas excessifs. Tant que les marchés financiers pense que la France est capable de payer les intérêts de sa dette, non pas de rembourser sa dette, mais de payer les intérêts de sa dette, on continuera à pouvoir se financer. Le problème, c'est à un coût probablement croissant et qui va rendre encore plus compliqué le redressement des finances publiques. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut réduire la dépense publique. C'est ça la priorité des priorités. Est-ce que tout le monde l'a en tête aujourd'hui ? Non, certains croient encore qu'on peut augmenter indéfiniment les prélèvements obligatoires. On est, avec les Danois, les premiers Européens avec un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés au monde. Et donc, si on veut la révolte du contribuable... Parce que la révolte ? Un jour, on arrivera à la révolte des contribuables. Vous pensez qu'il peut y avoir un jour un non-consentement des citoyens en disant... Mais bien sûr, en disant, mais écoutez, on n'en peut plus. D'ailleurs, vous commencez à le voir. On parle que des gens très, très une forme aisés, de gilet etc. jaunisation par rapport à l'impôt. Mais bien sûr, un rejet. Un rejet. On le voit même dans les impôts locaux. Vous voyez, on commence à voir la pression qui monte. Dans un tel contexte budgétaire et financier, Charles de Courson, est-ce qu'on aurait le loisir ou les moyens d'avoir une autre censure ? Et est-ce que François Bayrou, aujourd'hui, peut éviter le même sort que Michel Barnier, selon vous ? Écoutez, la composition de l'Assemblée nationale est toujours la même. L'élément positif dans l'évolution de la situation des groupes politiques, c'est l'évolution du groupe socialiste.
puisque tout le monde savait qu'en leur sein, il y avait ceux qui pensent qu'il faut qu'ils s'éloignent de la France insoumise, et ceux qui disent restons au moins jusqu'au municipal. Voilà. Alors il semble que la majorité maintenant est basculée en faveur, disons, d'une position plus réaliste et plus concrète. Mais nul ne peut dire ce qui se passera. Croire que le Rassemblement national ne votera pas de motion de censure, c'est pas du tout ce qu'ils déclarent. Ils disent qu'ils jugeront sur pièce et qu'ils se réservent la possibilité d'utiliser ce moyen constitutionnel. Ce qui a été dit d'ailleurs avec Michel Barnier, sauf que cette fois-ci, peut-être qu'il y a une vision un peu plus conciliante. En tous les cas, Marine Le Pen se félicite avec Jordan Bardella d'avoir été reçue. Est-ce que vous y voyez d'ailleurs une manière tout à fait républicaine de respecter des millions de Français ? Mais je dis souvent, ils ont été élus par les Français, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ils sont représentants du peuple français. Bon. Et donc, ils doivent être respectés ès-qualité. C'est pas parce que je ne partage pas ni les idées de la France insoumise, ni les idées du Rassemblement national qu'on peut pas dialoguer. Voilà, et discuter. Ça vous paraît normal? Vous le dites de façon extrêmement normale, comme si ça coulait de source. Ça ne l'a pas été pour le précédent gouvernement. Emmanuel Macron avait parlé d'un front anti-républicain. Non, mais M. Macron n'est pas Premier ministre, n'a jamais été député de sa vie, si vous voulez. Et donc, il faut respecter la diversité des opinions. Si les Français votent pour les différents courants politiques, ils ont des raisons. Et ils doivent être respectés ès-qualité. Moi, j'ai toujours discuté avec tout le monde. D'ailleurs, beaucoup vous reconnaissent cela. Charles de Courson, je le disais, sur CNews et Europe 1, vous connaissez très bien François Bayrou. Vous avez été même son lieutenant de l'UDF avant de vous éloigner lors de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2007, quand François Bayrou a refusé l'accord avec Nicolas Sarkozy. Je le disais, vous le connaissez bien. Est-ce que vous connaissez sa feuille de route aujourd'hui? On parle des personnes, des femmes et des hommes qui pourraient rentrer. Est-ce que le plus important est de savoir le cap pour la France? Mais lorsque le président a reçu à 2 reprises, d'ailleurs notre groupe comme les autres groupes parlementaires, ou une partie des groupes parlementaires pour être plus précis, nous lui avons dit, Monsieur le Président, le problème c'est pas de savoir qui va être Premier ministre. Le problème c'est quel programme. Et pour cela, vous devriez nommer un facilitateur pour réunir les différents courants politiques et voir si on peut se mettre d'accord sur une plateforme commune. Voilà. Et après, on verra qui peut porter cela. C'est la logique d'abord dans la méthode. Comme d'habitude. Mais il ne nous a pas du tout écouté. Non. Enfin, peut-être écouté, mais pas. Moi, je ne faisais pas partie de la délégation, mais ceux qui en font partie, ils ont dit oui, c'est très intéressant, je partage votre idée, etc. Et on fait l'inverse. Quand Michel Barnier a été désigné par le président de la République Premier ministre, est-ce qu'il avait une feuille de route? Non. Non. Vous êtes en train de dire que dans ce contexte dramatique et en plus avec une telle addition budgétaire, on est en train de naviguer à vue? Absolument. On aurait dû commencer par nommer un facilitateur, quelqu'un qui écoutait tout le monde, qui voyait quels sont les thèmes qu'il faut écarter, qui sont des thèmes de division, quels sont les thèmes sur lesquels on peut se rassembler dans l'intérêt du pays pour diriger ce pays jusqu'aux élections présidentielles. Et après, tout le monde reprend son indépendance. Quelle est l'échéance de ces élections? Parce que vous continuez à croire, Charles de Courson, que la démission du président de la République serait une solution aujourd'hui? C'est incontestablement une solution, puisqu'on reviendrait devant le peuple. Mais tout le monde sait que le président de la République ne démissionnera pas. D'ailleurs, c'est son droit. Oui, c'est la 5e. Il a été élu démocratiquement. S'il veut rester encore 2 ans, il reste encore 2 ans. Je dis simplement qu'il y a des moments dans la vie où il faut se poser la question, quel est l'intérêt de ce peuple? Général de Gaulle, qu'on soit gaulliste, anti-gaulliste, il a été très démocrate. Il a démissionné. Voilà. Donc vous dites à Emmanuel Macron, attention de ne pas aller vers un pourrissement de la situation. Comprenez que vous faites partie du problème? C'est incontestable. Qui est à l'origine du chaos? Je veux dire, c'est la dissolution qu'il a fait même contre les quelques personnes très rares à qui il avait demandé conseil. Voilà, et qui lui ont dit, surtout, président, ne faites pas ça. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est même eux qui le disent, des macronistes. Donc voilà, et il a installé le chaos. Moi, je pense qu'il a voulu installer le chaos pour pouvoir reprendre la main. Ouais. Quand on joue à ce jeu-là, vous savez, on ne sait jamais comment ça peut finir. Voilà.
Dans un contexte qui est le nôtre, je voudrais conclure parce que beaucoup de nos téléspectateurs et auditeurs vous ont découvert, Charles de Courson, d'abord lors de la réforme des retraites. Vous y étiez farouchement opposé et avec évidemment votre travail sur les déficits et la question budgétaire. L'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était auditionné il y a quelques jours par la commission chargée d'enquêter sur les dérapages budgétaires lorsqu'il était à Bercy. Bruno Le Maire qui a renvoyé la responsabilité aux différents parlementaires. Est-ce que vous continuez à croire qu'il y a eu insincérité et même une forme de mensonge d'État? Non, mais quand on a questionné M. Le Maire en disant « Expliquez-nous comment vous étiez ministre, on peut avoir des chutes de recettes par rapport à vos prévisions aussi considérables. » Je rappelle les chiffres. On nous a expliqué qu'en 2024, l'impôt sur les sociétés rapporterait 72 milliards. Il va rapporter 56-57 milliards. Réponse du ministre « Ah ben moi, je ne me mêlais pas de ça. C'est les services qui faisaient les prévisions. » Mais attendez, qui est le chef des services? C'est le ministre. C'est sa responsabilité. Et de dire je ne veux pas me mêler, c'est comme si l'administration était autonome. Elle n'est pas autonome, elle est sous l'autorité politique des ministres. C'est ça la démocratie. Moi j'étais très choqué. Je lui ai dit mais monsieur le ministre, c'est pas possible. Que vous a-t-il répondu? Rien. Il a attaqué, si vous voulez, en arrivant, sur les responsabilités des parlementaires. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. C'était incroyable. Moi, j'aurais été président, j'aurais dit, monsieur le ministre, je vous demande immédiatement de retirer vos propos. Vous êtes en train de ruiner la démocratie. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé la bande vidéo. Voilà, c'est quand même un comportement, je trouve, incroyable. On connaîtra un jour la vérité? Ah oui, la commission d'enquête l'établira. Moi, en tant que rapporteur général, j'approfondis, puisque j'avais posé des questions à la direction du Trésor, puisque c'est elle qui fait ses prévisions. Je suis allé 5 heures les auditionner. Ça a été parfois un peu, voilà, un peu chaud, mais je commence à voir le début de commencement de la vérité. Vous reviendrez pour en parler, Charles de Courson, sur CNews Europe 1. Je vous remercie pour cette grande interview et je vous dis à très bientôt. Merci.